Attention, vous écoutez un programme audioactif. Revs up, lights out on 2019. Great start from Miller on the second row. And it's a good start from Dovizioso also. Not so much for Marc Marquez. Quartararo finally exits pit lane. Oh, dearie me, what was he sitting up in the middle of the circuit for? What's happened? He's just thrown something off his bike. He's having a look. He sits up Dovizioso. The crowd here go wild. 46 flags everywhere. He has made his move. Oh, Vignales and forward. Salut à tous, on se retrouve pour le numéro 66 de C'est qui en pôle. On va parler évidemment du dernier Grand Prix de cette saison 2019. Avec Pierre, comment ça va Pierre, ce soir ? Un peu aigre-doux, tu vois, un peu content que ce soit terminé, C'est une grosse saison, et puis un peu déjà en train de me dire, oh là là, quand est-ce que ça va reprendre, quoi. Ouais. Mais dans l'ensemble, ça va, moi, sinon. Ça va ? Ouais. Et Steph ? Comment ça va, Steph, du coup ? Bah écoute, on est pas mal, hein. Est-ce qu'on a le droit de dire qu'on était dimanche en train d'enregistrer ou pas ? Bien sûr. Ah bah voilà, Bien c'est sûr. ce que nous étions au Marathon Cast au profit de la sauce Autisme 94. Donc ceux qui veulent encore donner, ils peuvent toujours, hein, s'ils vont sur le site marathoncast.fr. Et puis bah là en fait on enregistre un débrief du Marathon Cast. Non, un débrief un petit peu plus complet de ce week-end, puisque le live du Marathon Cast était plutôt un commentaire en direct de la course. C'était du mauvais journalisme télé de ma part. Hein. Je dis de ma part, je ne voudrais pas inclure les autres. Mais c'est un métier, hein, le commentateur live. Hein. Même si, tu vois, on aurait peut-être dû faire comme Marina Lorenzo, aller dans les stands, voir, tiens, toi t'es podcasteur, attends, raconte-nous et tout. On va parler évidemment des goodies, puisqu'il y avait donc la dernière pole, et c'est Richie qui a gagné les goodies de la bécannerie, Thium, etc., etc. Et il y avait aussi les t-shirts, casquettes, etc. offerts par la bécannerie, et c'est Baratheon qui les a gagnés. Et les goodies, c'est qui en pôle, c'est JC. Donc là, j'ai pris un petit peu de retard pour les envois, mais ça va partir, je pense, d'ici courant de 2 semaines prochaines. On va parler rapidement des news, du coup, puisque il y avait pas mal de petites nouvelles avant, et il y a eu quand même le gros coup de tonnerre de la conférence de presse du jeudi. Pierre, je te laisse commencer sur le Moto E. Ouais, donc on a Lucas Mayas qui remplace Niki Tulli dans l'équipe Ayo, et on a Matteo Ferrari qui était leader avant ce Grand Prix de Valence, qui va renouveler son contrat pour 2020 avec l'équipe Gresini. Et en Moto 3, donc on a Stefano Nepa qui a signé l'année prochaine pour le team Angel Nieto. Il courra à côté d'Albert Arenas, et Denis Sonchou rejoint le nouveau team, donc KTM Tech 3, qui sera un petit peu l'équipe satellite KTM en Moto 3, donc pour l'année prochaine. Je te passe la main pour le Moto 2. En Moto 2, donc on a Nagashima qui va rejoindre le team Ayo en remplacement de Ricardo Cuena, et il sera le coéquipier de Martin pour la saison 2020. Petit point règlement, donc le règlement 2019 n'autorisait pas les wildcards dans cette catégorie. On sait que c'était lié au fait qu'il y a un nouveau motoriste et la nouvelle électronique, donc pas beaucoup de pièces, etc. Mais pour 2020, c'est de nouveau autorisé pour les wildcards, qui seront uniquement pour l'instant les wildcards rattachés à des teams permanents. La grosse news MotoGP de ce week-end, du coup ? Eh bien, Choupa Choups s'en va à la fin de carrière de Lorenzo, annoncé en conférence de presse, qui a quand même... C'était le truc attendu, mais en même temps tout le monde est surpris, tu vois, parce qu'on y croyait, on n'y croyait pas, machin. Donc là, pas d'année de trop. Enfin, elle était déjà passée l'année de trop d'ailleurs. Donc, si tu me permets. Enfin, on en reparlera après. Ça, c'est un gros morceau, c'est un peu l'os de Tyrannosaure à ronger. On va parler sinon du règlement 2020. Étant donné qu'il y aura moins de tests de pré-saison, les rookies auront le droit de participer aux 3 jours de tests shakedown de Sepang avec les pilotes de test et les pilotes des marques qui ont des concessions pour faire des tests. Autre point du règlement 2020, à Phillip Island, qui est quand même très venteux, surtout dans la ligne droite. On l'a vu cette année avec la sortie de piste malheureuse du pilote Tech 3. Il sera autorisé de retirer les parties amovibles aérodynamiques du carénage en cas de vent prononcé. Alors je sais pas s'ils vont se fier à un anémomètre ou aux mouettes qui volent
dans tous les sens. Au pifomètre. Au pifomètre. Non, je pense qu'il y aura une métrique, j'imagine. Et oui, surtout décision de la direction de course. Donc ils auront le droit de dire bon, c'est chaud, vous pouvez virer vos merdes là, aérodynamique. Parce que oui, en gros, c'est par ce point de règlement que j'ai appris qu'en gros les gens faisaient pas ce qu'ils voulaient avec les aérodynamiques. Pourtant, non, ils ont deux carénages et ils doivent utiliser ils en l'un ont ou deux. l'autre. Oui, c'est ça. Parce que comme je les voyais jongler de l'un à l'autre, je me dis bon bah c'est open bar, vas-y, fais pas chier. Non, en fait, s'ils en ont sur l'un ou l'autre, ils les gardent et c'est obligé, sauf à Philippe Island en cas de fort vent. Ok. Donc nous voilà au courant. On parle un petit peu de Lorenzo du coup. Qu'est-ce que t'en penses, Steph? En mettant de côté le fait qu'il me faisait bien rire, c'est un peu l'année de la loose, mais ça, j'enfonce une porte ouverte. Principalement du fait des blessures qu'il a eues physiques. Et ces blessures physiques, en plus, ont entamé sa confiance. Donc je pense que quand il a compris qu'il avait failli se finir dans une chaise roulante, je voyais mal comment il pouvait continuer encore une année après celle-là. Par rapport au vertèbre qui s'est niqué, qui s'était déjà abîmé avant, d'ailleurs. Donc c'est un pilote qui s'est beaucoup et salement blessé finalement dans sa carrière. On repense au Highside à Assen. C'est pas Marquez, enfin c'est un mélange de chance et de bestiole en caoutchouc. Quand il chute, il se fait mal. Donc à la limite, moi j'ai pas trop envie de tirer sur l'ambulance. Moi j'aime pas trop sa personnalité, mais alors rétrospectivement, je me suis dit c'est vraiment tu sais, c'est celui qui méritait plus de considération, mais qui en a pas eu. Chez Yam, à cause de Rossi. Et donc, il avait un ego qui était peut-être pas mal placé, mais qu'il n'arrivait pas à mettre de côté du tout. Donc, j'avais rebondi sur un de ses tweets qui disait, tu sais, quand il avait eu son goodbye de la part du public, il a dit c'est bon de se sentir aimé. Bon, en fait, c'est le résumé de sa carrière MotoGP post-Yamaha. Enfin, ce qu'il a fait partir de Yamaha et post-Yamaha. Il a toujours estimé qu'il avait le droit à plus de reconnaissance, ce que je lui enlève pas du tout. Mais parfois, tu mérites des trucs et tu les as pas. C'était son cas. Donc oui, Rossi a plus de codes d'amour et il gagne plus rien depuis des années. Et là, va falloir s'y faire. Voilà, c'était mon analyse psychologique. C'est 70 € de l'heure, toute heure entamée et due. Ça va, on t'a pris que 5 minutes. Toute heure entamée et due, et je dis. Ah non, j'avais pas lu le petit astérisque. Comme dans les parkings. Pierre, qu'est-ce que t'en penses? Je suis en partie d'accord avec l'analyse de Stéphane. Lorenzo, c'est un peu le mal aimé à tort, parce que il le dit lui-même, alors on s'en est beaucoup moqué, moi le premier, c'est un grand champion, il a 5 titres, mais clairement il a une personnalité où il parle beaucoup de lui, il se met beaucoup en avant, et moi j'ai du mal avec ça. C'est pas qu'il a pas raison de le faire, il a raison, mais il manque peut-être d'afficher une humilité, même si c'était une fausse humilité. Peut-être que c'est ce que j'attendais plus. En tout cas, son annonce de départ, elle était assez émouvante. Moi qui n'étais encore une fois qui était plutôt neutre par rapport à lui, j'ai été plutôt ému. Ça se voyait qu'il tournait une page, et c'était pas rien, je pense. Et voilà, je pense que maintenant il y a plus que Rossi de la bande d'aliens, qui, comme ils étaient surnommés les Pedrosa, Stoner, Rossi et Lorenzo. Il y a plus que Rossi qui sera sur le plateau MotoGP l'année prochaine. Donc c'est encore une page qui se tourne, et puis bonne retraite. Je sais qu'il est déjà parti à Bali là. Pour se payer des petites vacances bien méritées, parce que c'est vrai qu'il a eu une saison bien pourrie. Pour moi, je peux pas le dire que c'était l'année de trop pour Lorenzo, parce que c'était pas une année où il a pu faire quoi que ce soit avec ses blessures en fait. Autant je peux dire que quelqu'un a fait une année de trop parce qu'il a pas de résultats sportifs alors qu'il roule toute l'année et qu'il a pas de difficultés particulières liées à son physique, on va dire. Autant là, il a eu la poisse tout le temps. La moto, elle lui convenait sans doute pas, on est d'accord, mais avec les blessures qu'il a eues, c'était compliqué de prouver quoi que ce soit. Donc je peux pas vraiment dire que c'était l'année de trop. En tout cas, c'est l'année où il a décidé de raccrocher, c'est sûr. L'année où il a décidé, ou on lui a dit là ça va trop loin là?
Je pense que il l'a dit lui-même, c'était après Assen et sa convalescence, il était dans la réflexion, donc sans qu'on le pousse, on va dire, il était lui-même et après quand il a décidé de rester, il semblait vouloir décider de rester vraiment, sauf que là plus ou moins on lui a dit bon laisse ta place maintenant, va voir ailleurs. Ouais, si tu veux, c'est un petit peu ça qui m'a gêné dans sa conférence de presse, c'est que je crois que c'est peut-être la première fois où il avait un regard vraiment critique sur ce qu'il a fait, et il s'est excusé de pas avoir été à la hauteur, ce qui de toute façon est indéniable, puisqu'il il est en étant au HRC, quand tu fais une saison loupée, tu peux pas te permettre de marquer aussi peu de points quand même. Et vraiment là, et tu vois, il a reconnu qu'il avait perdu la motivation. Le seul truc que je regrette, c'est que, comme tu l'as dit, au niveau sportif, c'est quand même un pilote d'un talent énorme. On retiendra de lui quand même des dominations sur des courses vraiment inch perfect, comme on l'appelait. Et il n'a pas eu la sortie qu'il méritait, clairement. Si tu veux, typiquement quand Pedrosa annonce sa retraite et que il a 5-6 mois pour faire le tour des circuits, etc., etc. Moi, je trouve que c'est une sortie que j'estime digne. Là, annoncé à 10h du mat, bon les gars, 15h, il y a une conférence de presse avec moi et Spelata, tout le monde s'est dit, oh putain, bah voilà, ça va être la retraite. Et être un pilote de son rang poussé à partir le jour, 2 jours avant le dernier GP. Je trouve que c'est pas une sortie digne, c'est pas fair play, c'est-à-dire c'est une décision qui de toute façon effectivement elle était dans les tuyaux, elle était c'était la seule issue possible pour le HRC et pour Lorenzo, et je ne comprends pas que le HRC ait pas eu surtout que bon, c'est quand même des Japonais, on connaît le sens de l'honneur des Japonais, quand tu fais venir un quintuple champion du monde, etc., tu dois un minimum de respect aussi, et là je trouve que dans sa sortie il a pas été respecté quoi par son équipe. Moi c'était un petit peu ça qui me gênait. Après au niveau sportif, clairement cette année c'était mauvais, enfin il faut dire ce qui est. Moi j'ai bien aimé ce qu'il avait fait l'année dernière justement avec Ducati, où il avait il avait gagné des courses. Ça, je trouvais que c'était très très intéressant de voir ça. Cette année, ça a été complètement différent, mais je trouve que sa sortie, clairement, elle est irrespectueuse de la part de son team. Mais bon, ça après. Mais c'est là où ce que tu dis c'est intéressant, parce qu'on a pu voir notamment Puig durant la conférence de presse, qui était ému comme pas possible aux larmes. Oui. Et lors de la sortie de Lorenzo après le Grand Prix, on voit aussi Tardosi de Ducati, David Tardosi qui vient féliciter chaleureusement Lorenzo. Donc on voit que c'était pas forcément des décisions, ce genre de choses des team managers qui a priori avaient quand même plutôt en haute estime ce pilote et cette personne quoi. Bah ouais, moi c'est vraiment ça qui m'embête quoi. Si tu veux voir partir un pilote, je sais pas, comme Abraham, sans cite, Abraham, ou tu sors un Tito Rabat, tu peux citer des gens qui ont galéré quoi. Ouais, enfin qui ont galéré ou bon, qui ont à la limite beaucoup de départs en GP mais qui n'ont pas un palmarès énorme, où bah voilà, ils s'arrêtent. C'est pas, si tu veux, la page à tourner elle est pas lourde quoi. Là quand même c'est quand même 5 titres qui quittent le plateau. C'était une personnalité, hein, c'est clair. Ah bah ça oui. Oui, on lui a rien épargné, mais il nous a rien épargné non plus, quoi, parce qu'il était quand même un peu, il va forcément manquer un peu ces déclarations, quoi. Ça va. En fait, ça faisait toujours cette année, c'était beaucoup plus terne au niveau de ses déclarations. Et quand tu vois qu'une semaine avant son annonce de retraite, il parlait encore de, moi je veux essayer la 2020, ceci, cela, j'y crois, machin bidule. Et qu'une semaine après t'as la conférence de presse qui tombe. Enfin, il y a un réel problème il y a un réel problème. Je sais pas où il est parce que je suis pas assez proche pour savoir, mais moi ça m'a vraiment choqué, parce que on savait tous que l'issue elle était là, et quand une semaine avant le mec au salon de Milan il te dit oui mais 2020 vous inquiétez pas, ça va y aller et tout, là moi quand j'ai lu ça je me suis dit clairement, soit il se voile la face, soit c'est le Truman Show quoi.
on lui montre une vérité qui est tout autre. Mais bon, après c'est comme ça. Hein. Ouais, mais j'ai l'impression aussi que bizarrement, du jour au lendemain, en fait, les trahisons à la Brutus et César, ça peut arriver. Et peut-être pareil pour Zarco dans l'autre sens, même si je pense que Zarco a été moins malmené que le fut Lorenzo, parce que il revenait d'une situation à la con dans laquelle il s'était en partie mis. Zarco, il a été quand même lui aussi vachement malmené par son équipe. Hein. Oui, non, j'entends bien, mais tu sais, le fait qu'il parte a priori de son propre chef, ça fait que tu peux comprendre qu'après il galère à rester en MotoGP, même si c'est une discussion respectable, alors que Lorenzo il était plus en mode victime depuis le début de l'année, quoi. Donc ça fait un peu un coup de talon sur la gueule à un mec qui agonise. Ouais, c'est un peu. Plutôt que de le laisser choisir sa sortie. Ouais. Il aurait peut-être à la limite effectivement pu faire ça sur une annonce à la trêve et puis dire médicalement ça craint. Enfin, il y a plein de manières de s'en sortir sans se faire humilier, quoi. Parce que là, moi j'ai senti. Moi j'ai cru que c'était une caméra cachée. Hein. Ouais, humiliation c'est peut-être un peu fort, mais à minima c'est un manque de respect, quoi. Non mais tu manques de respect à Lorenzo qui a un ego d'enculé. C'est une humiliation, j'entends, tu vois ce que je veux dire. Je prends pas ça pour une humiliation. Je pense que le chèque a été pas mal non plus, même si l'argent rattrape pas tout. Mais le gars a un ego de Lorenzo. Hein, ça va passer dans le langage commun bientôt. Et tu lui fais ça. C'est la mode des excuses. Hein. Yamaha l'année dernière s'excuse de ses bécanes. Lui il s'excuse d'avoir pas été à la hauteur. Je trouve presque la contrition comme ça me choque déjà. Enfin, je sais pas pour vous, mais dans le cas de Lorenzo, c'est juste voir la réalité telle qu'elle est, quoi. Oui, je comprends, mais en conférence de presse, tu sais, ça fait vraiment le mec qui vient à confesse. Tu peux le dire en interview après. Enfin, la notion de conférence de presse, il y a ce côté un peu flingue sur la tempe aussi, tu vois. Enfin, je trouve. Un peu à la soviétique. Ouais. Genre, oui, tout à fait, oui, Tchernobyl, c'est moi, oui, bien sûr. Alors que c'est pas lui. On sait pas. Attends, il avait quel âge? Je crois qu'il était né. Faut voir. Hein, tout juste. Non, mais c'est triste de savoir qu'il sera plus l'année prochaine. Honnêtement, ça va me manquer. Hein. Moi, autant Pedrosa, c'était un grand pilote qui s'arrêtait, mais c'était quelqu'un de très lisse dans sa communication. Ouais. Autant je pense que Lorenzo, un peu comme quand Cal va partir, ou même Zarco, parce que Zarco est très très franc et des fois ça fait bizarre. Ça va faire bizarre. C'est des personnes qui manquent un peu. Je pense tous les pilotes devraient être comme ça. On aurait plus de croustillants. Ouais, mais Miller, c'est encore plus sur le fun, en fait. Lui, voilà, c'est le blagueur, tu vois. Oui, il va pas te livrer du biscuit, en fait. Il va te faire des conneries, mais c'est déjà ça. De même que Rossi, il est aimé parce qu'il déconne. Enfin, un peu moins maintenant, mais beaucoup moins. Mais il livre pas de biscuits. Rossi, il try to push very hard, work with the team, et puis c'est tout. Hein. C'est de la com. Robinet d'eau chaude, là, c'est un peu sa spécialité. Et puis je crois que le numéro de Lorenzo, du coup, il sera retiré avec une intronisation au Hall of Fame l'année prochaine à Jerez. Ouais, c'est ça. Logique. Hein. Ouais, oui, c'est le minimum. Ah oui, quand même. On va parler un petit peu des autres news, c'est-à-dire en super sport, on va avoir Andrea Locatelli qui va remplacer Randy Krummenacher chez Bardal, donc en 2020 sur Yamaha. On a Jules Cluzel et Corentin Perolari qui prolongent au GMT 94 pour l'année prochaine. Et on a Loris Baz qui lui aussi prolonge mais chez Tenket en Superbike. Et Léon Aslam arrive chez Honda en coéquipier de Bautista. Et on a donc Tchernunchu qui quitte le Moto3 et qui va signer en Super Sport 600 pour 2020. Donc à voir ce que ça va donner, parce que l'année a été clairement mauvaise en Moto3 après une victoire l'année dernière à Valence. Et donc il y a tout de suite un virage sur l'aile pour repartir en Super Sport.
Ouais, j'ai pas trop compris ce virage. La Moto 3, on sait que c'est pas forcément facile. On a vu par exemple Quartararo qui avait tout gagné en CV Moto 3 arriver et se casser un peu les dents dessus, même s'il y a eu des bonnes choses. C'est vraiment une discipline compliquée. Le voir partir au bout d'un an, alors qu'en général il faut 2-3 ans pour commencer à s'en sortir. Tirer des leçons, pour moi c'est trop rapide parce que c'était vraiment un pilote talentueux. Je dis pas que le Super Sport 600 c'est pas bien, mais je pense que il avait le niveau pour être compétitif. Il avait l'âge qui était qui matchait avec le Moto 3, qui est un peu le vivier. Tu vois, là il part à 16 ans quoi. Bah oui. Voilà, c'est pas à 20 ans tu te dis bon qu'est-ce que je fais en Moto 3 je suis un des plus vieux, c'est bizarre. Et du coup on aura toujours un Honshu vu qu'il y a son frère qui a signé chez Tech 3 KTM. C'est pas encore la Marquez Connection quoi. On y reviendra. On y reviendra, mais c'est la Turkish Connection peut-être. C'est on sait qu'en Super Sport avec l'équipe turque. Et puis Soufoglu qui est un peu le pape du Super Sport apparemment. Ouais, un petit commentaire sur le Superbike où Honda avec la toute nouvelle moto, je sais pas si vous l'avez vu là, qui est sortie pour concurrencer enfin la Yamaha, la Kawasaki et la nouvelle Ducati. Ils ont décidé de partir sur une équipe de vieux du coup. Alors j'assume mes propos. Hein. C'est pas si vieux que ça, moi je trouve. Aslam et Bautista, c'est 36 ans l'année prochaine tous les deux quoi. Ça va. Ça. Ouais. Ouais, on va dire qu'ils sont de l'expérience. Oui, c'est ça, c'est l'expérience. Voilà. C'est comme ça que tu le vends, en fait. C'est ça. Après, Bautista, on a vu qu'il savait qu'il allait de Borest, et Aslam était un peu plus en dedans cette saison chez Kawasaki, mais. Bon, en tout cas, ils feront toujours mieux que le pilote japonais cette année chez Honda. Ouais, j'étais pas au courant qu'Honda était engagé, moi. Bah si. Pardon. Si, mais engagé à ne pas marquer de points. Ah oui, c'est ça. Non, mais en même temps, là, il y a eu l'éclaircie Ducati, mais c'est vrai que depuis quelques années, c'était la fête à la Kawa. Hein. Enfin, la fête à la Johnny Ray aussi. La fête à la Johnny Ray sur la Kawa. Et t'as eu des éclairs un peu à un moment de BM qui s'est montré, mais c'était super en dents de scie. Mais alors Honda, oui, je les ai vus. Hein, tu te souviens, on est allé à Manicourt, là. Je les ai vus. J'ai regardé les photos. Mais non, ils se sont pas montrés. Alors on peut espérer. Non, la moto, elle était trop vieillissante, c'est sûr. Ça avait besoin d'un petit coup de jeune, un petit coup de fouet. Mais pas au niveau des pilotes. Ah, ça. Non. Non, mais ils se sont dit, on va prendre des nouvelles bécanes à défricher avec des pilotes qui peuvent éventuellement aider à la mise au point. J'en sais rien d'ailleurs. Est-ce que c'est vrai ce que je dis ? Je sais pas. Je sais pas si. Autant en MotoGP, ça a l'air d'être cardinal, la mise au point par les pilotes. Je pense qu'en Superbike aussi. Mais je sais pas s'il y a autant d'efforts, tu vois, à faire passer entre le début et la fin de la saison une MotoGP de quelque chose à carrément presque autre chose. Dans certains teams, ils essayent vachement de choses. Là, je sais pas si Superbike est pas un peu plus figé parce qu'il doit y avoir un peu de pognon en moins, quoi, par rapport au MotoGP. Ah bah oui. Déjà, t'es vachement limité par la technique, enfin j'entends le règlement. Ouais. Et en plus, le nombre de personnes que tu peux mettre et les efforts financiers, je suppose qu'ils sont un facteur 5 inférieur. J'en sais rien, je connais pas les budgets, mais il m'étonnerait qu'ils réinventent la bécane tous les jours. Ah non, ouais, ça c'est clair. Non, c'est sûr. Mais c'est pas le principe. D'ailleurs, en parlant de la nouvelle Honda, on s'attendait peut-être à un moteur dérivé du MotoGP comme Ducati a fait, un V4. Mais non, ils gardent l'architecture 4 cylindres en ligne sur leur Superbike. Donc voilà, c'était le point technique motoriste. On passe au Moto-E, du coup ? Oui, donc on avait 2 manches pour ce week-end pour clôturer la saison. Donc on a eu une chute de Lucas Mayas en Free Practice 2 et il a été déclaré unfit pour le week-end. Il s'est éclaté le petit doigt de la main droite. Bien éclaté, c'était vraiment pas beau à voir. C'était un beau steak. Je vous laisse aller voir son compte Instagram pour ceux qui ont le cœur accroché, mais ouais, je pense que potentiellement il y a une amputation qui va. C'est pas drôle d'ailleurs, mais ouais, c'est un gros. Il a pris cher. Donc on a Granado qui signe la pole devant Ferrari et Smith.
Suivent Raffin, Garzo et Simeon en seconde ligne. Di partira 12, Depuné 15 et Forêt 16. Donc en course 1, Smith va prendre la tête et c'est parti pour 7 tours. Garzo est 3 et remonte fort. Smith avait pris une seconde d'avance mais se fait reprendre par Granado et Garzo à 2 tours de l'arrivée. Donc Granado prend les commandes de la course à ce moment-là. Petit loupet de Smith qui perd la 2 au profit de Garzo. Belle passe d'armes entre les deux dans le dernier tour. Granado s'impose devant Garzo et Smith. Ferrari finit 4, Di Meglio 11, Depuné 13 et Forêt 17ème. Après la course, on a Garzo qui a été disqualifié pour une pression de pneus non conforme. Elle était trop basse. Du coup, Ferrari est reclassé 3 et prend les points qui vont avec cette 3e place. Et enfin, Smith devient mathématiquement le seul challenger de Ferrari pour le titre lors de la dernière course de la saison. Il a 20 points d'avance, donc c'était quasiment joué. Et c'est d'ailleurs une course très tactique qu'il va nous faire, puisque en course 2, Smith part bien et prend la tête, suivi par Granado et Ferrari. Il va se créer un gap assez rapidement de plus d'une seconde, alors que Garzo remonte, passe Ferrari et Alex D'Angelis. À 3 tours de la fin, Granado est remonté sur Smith et 4 secondes devant Garzo, alors que Ferrari du coup soigne ses points et fait sa course en 5e position. Jusqu'au dernier virage du dernier tour, Granado et Smith se font des politesses, mais c'est finalement Granado qui s'impose devant Smith et Garzo. Ferrari finit 5, Di Meglio 6, Depuné 11, Forêt 14. Donc Matteo Ferrari est titré pour premier champion du monde de Moto E ever. On l'a plutôt vu en seconde partie de la saison Moto E, si on peut parler de seconde partie, notamment en Italie où il fait très très belle course également à Misano. Je sais pas si vous avez vu les courses, qu'est-ce que vous avez pensé du championnat? Ouais, championnat, moi je trouvais que c'était intéressant au début, sur la fin c'était un peu... Moi j'ai bien aimé le format sprint, hein. Ça c'est clair, des courses courtes. Après c'est lié aussi à la faible autonomie des motos, mais ouais, moi je trouve que c'est intéressant. Après ça amène un petit quelque chose en plus au week-end. Après je sais pas si eux au niveau sportif ils s'y retrouvent. Forêt il a annoncé qu'il continuerait pas parce qu'il a pas réussi à s'adapter, ce qui se défend quoi. Tout à fait. Oui. Après moi je trouvais que c'était intéressant quand même à suivre. C'est pas foufou. Maintenant il faut que ça progresse en gain de masse sur les motos pour que ce soit un petit peu plus agile, un petit peu plus fin, parce que là j'ai l'impression que c'est un peu pâteau. Mais ça fait des courses intéressantes, moi je trouve. Je pense qu'effectivement il y a plusieurs axes de progression, notamment aussi au niveau des pneumatiques. C'est pas toujours évident de partir sur une compétition comme ça quand on n'a pas trop de références en tant que équipementier pneus. Et puis oui, il y avait beaucoup de... Du coup, il y avait quand même deux compétitions, il y avait deux types de challengers. On a vu ceux qui étaient à la ramasse dès le début et qui sont restés quasiment jusqu'au bout, y compris Depuné et Forêt. C'est pas pour les blâmer particulièrement, mais c'était le cas. Et puis ceux qui ont compris le mode de fonctionnement, que ce soit Ferrari, Smith, Garzo, Granado, et qui arrivaient à faire des trucs intéressants avec cette machine, quoi. Après, effectivement, ça convient pas à tout le monde. La machine, elle est très lourde, elle est pas très maniable. Le format de course est très particulier. Quand tu t'es Forêt et que t'as l'habitude de faire des courses de 24 heures ou de 8 heures, faire des courses de 7 tours, je pense que... Oui, c'est totalement différent, quoi. Ouais, la préparation mentale est totalement différente, donc ça doit pas être facile non plus de ce côté-là, quoi. Voilà. Moi, ce que j'attends, c'est le moment qui viendra, je pense, où il y aura une vraie disparité de constructeurs. Aujourd'hui, il y a, comme c'est moto imposée, alors il y a un côté intéressant, en fait, qu'il y a une moto imposée, ça veut dire que ça te permet de départager les pilotes, sauf que les pilotes, même si on connaît les noms, j'ai pas eu des battements de cœur de ouf en les voyant se battre, aussi parce que les motos c'était des enclumes un petit peu. Mais je me dis que dans quelques saisons il y aura peut-être déjà on nous expliquera peut-être un petit peu mieux ce qu'il y a dedans, parce qu'aujourd'hui c'est peut-être parce que je suis dans le domaine que ça m'intéresse de savoir ce qu'il y a dedans, mais tu vois ce que je veux dire. Là on glose des 4 en ligne, des V4, l'ami Thomas Morcellino nous fait des photos de pièces pour qu'on kiffe, et il y a un petit côté opaque sur la Moto E. On sait pas comment marche l'accélération, comment marche le frein moteur et tout. Donc moi ça m'intéresserait d'en savoir plus. Qu'il y ait finalement genre deux écoles, genre moi mon moteur il est mieux, moi mes freins ils sont mieux.
des écuries, quoi. Ouais, c'est comme tu dis, ça viendra avec les autres je pense, hein. avec d'autres constructeurs. Ouais. C'est pas un reproche que je fais au Moto E parce qu'ils défrichent et c'est déjà très bien. Qu'ils attendent pas que les constructeurs s'y mettent, parce que les constructeurs s'y mettront que quand les énergies fossiles auront strictement disparu. C'est gros con. Ça, c'est un autre problème. Mais là, ça montre que c'est faisable. Alors, les courses sont sprint parce que c'est la première année. On pourrait espérer des courses un peu plus longues et des motos un peu plus légères d'ici, peut-être pas la saison prochaine, faut pas rêver, mais... la saison prochaine, ça va être identique, hein, le format. Ouais. Mais je peux pas penser qu'ils travaillent pas dessus, ou alors ça veut dire qu'ils abandonnent, mais je pense pas. Ils perdraient la face s'ils abandonnaient. Bon, oui. Je sais pas s'ils ont une face. Hein. Je parle de la Dorna. Bah, ça me fait penser à une actualité que j'ai vue aujourd'hui. Je sais pas si vous avez vu l'annonce de Volkswagen. Ils ont annoncé que leur département compétition allait se concentrer uniquement sur des moteurs électriques à partir de l'année prochaine, quoi. Ils font plus du tout de compétition avec des moteurs thermiques. C'est ce qu'ils ont annoncé. Ils ont une équipe compétition, Volkswagen. C'est pas du... oui. Ils ont des voitures de tourisme pas mal. Et puis par ricochet, hein, Volkswagen, c'est la maison mère de la maison mère de Ducati. Oui, je comprends. Oui, non, et du coup de Ducati. Non, mais c'est un peu comme si tu me disais que les fonds de pension, c'est eux qui font les moteurs quand ils détiennent une boîte. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, il y a peut-être plus d'implication effectivement à Volkswagen vers Audi Ducati que les fonds de pension vers une écurie. On va parler du Moto 3, les amis, du coup, pour la dernière de l'année. Oui. Alors en Q1, c'est Suzuki, Tate, Lopez, Binder qui passe en Q2 et on a Mignot qui prend la pole devant Ramirez et Mazia. On a Canet 4ème et Garcia 5 et Salach 6 en course. Donc le départ de la course est retardé parce qu'on a un souci sur la moto de Canet, donc qui va perdre de l'huile sur la piste. Donc du coup tout le monde rentre au box et ça sera un départ retardé. Alors les pilotes partent et c'est Mignot donc qui part en tête avec Mazia qui va chuter dans les premiers virages et Canet a pu prendre le départ, mais sa moto fume quand même assez fort. Donc c'est assez étonnant qu'on le laisse en piste. Et les drapeaux rouges vont renvoyer tout le monde au box à nouveau, puisqu'il va y avoir une lourde chute qui va impliquer Yurchenko, Foggia, Antonelli, Tate et Alcoba. Donc c'était assez impressionnant comme chute. Et donc on va assister à un nouveau départ et Fenalti va louper la fenêtre d'ouverture de la pit lane, c'est-à-dire il va s'y présenter trop tard. Donc du coup il partira des stands, classique. Et donc on va avoir... Et alors que Canet du coup prend sa place normale sur la grille. Ouais. Ça, pour le coup, oui. Bah ça c'est le règlement qui est fait comme ça. Qui est mal fait comme ça, mais il est fait comme ça. C'est bizarre, hein. Oui, c'est bizarre. Le mec, il était censé partir fond de grille, et du coup, vu qu'il a chuté et qu'il y a un renouveau départ, il a le droit de partir à sa place normale. C'est quand même... ouais. Il y a des trucs, c'est pas très logique. Mais bon. Et donc c'est Mignot et Ramirez qui vont prendre les commandes. On va Arenas chute et on va avoir Binder qui va également chuter, et une nouvelle chute à 4 va impliquer Dalla Porta, McPhee, Lopez suite à un high side donc de Dalla Porta, et il va y avoir une dizaine de pilotes qui vont se détacher. Garcia mène la course avec le jeune Artigas, donc pas très loin. Donc c'est un jeune qui a 16 ans qui est wildcard sur cette dernière course, et c'est donc Garcia qui va s'imposer devant Mignot et donc Artigas qui prend la 3e place. Suzuki 4, Salach 5, Canet 6, Ramirez 7, Vietti 8 et Yurchenko 9. Donc qu'est-ce que vous avez pensé un petit peu de cette mini-course du coup, puisque c'était une course raccourcie? C'était un massacre. Il y a eu beaucoup trop d'éliminés. Le nombre de personnes qui dégagent, heureusement qu'ils sont 30. Enfin, ils sont 30 d'ailleurs dans le Moto 3, je sais plus. Ouais, 32. Ouais, plus de 30. Ouais, plus de 30, ouais. Sinon, t'imagines, en MotoGP, il restait combien de personnes? Parce que t'avais 4... Ah non, les 4 qui étaient 5 tombés... et 4. Ouais, 5 et 4, ouais. Ouais. Ça permettait d'être dans les points pour le MotoGP, quoi. Ah bah carrément, ouais. Carrément. Ils ont vraiment foutu le bordel, hein, ces petits jeunes là. Ils ont décalé toutes les courses. La course Moto 2 a été raccourcie à cause d'eux. Franchement, ils pouvaient pas faire une course normale. Non. Ce qui était intéressant à voir, c'est que la course de Garcia et de Artigas, quoi, qui se sont montrés, alors que pour l'un il est rookie cette année et pour l'autre il est wildcard et du coup aussi rookie sur cette course, qui semblait très très solide. Garcia on avait déjà un peu vu des fois aux avant-postes, qui est monté en puissance sur cette saison, même si c'est Vietti qui termine Rookie of the Year.
Donc c'était pas dégueu, et puis on a commencé à voir qu'il y avait des problèmes sur la piste, en tout cas pas en soi de la piste elle-même, mais de température et de chauffe de pneus, quoi. Ça a commencé dès cette course et ça a été la même sur toutes les courses. Bah, ça a été un peu la même que l'an dernier, hein. Sauf que l'an dernier en plus il avait plu. Bah, je crois que Hongchu aurait bien voulu qu'il pleuve encore. On passe au Moto 2. Alors en Moto 2, on a Schroeter, Dixon, Bastianini et Boulega qui passent en Q2. Navarro, Martin, Manzi forment la première ligne. Marini, Lutti, Di Gianantonio en deuxième ligne. Alex Marquez, qui a déjà la tête ailleurs, se qualifie 15. La course est raccourcie de 16 tours, du fait des déboires de la course en Moto 3. Martin prend la tête devant Lutti et le rookie espagnol se loupe, passant à la 4e place et laisse Binder, son coéquipier, chasser le pilote suisse. On a Manzi et Martin qui se bastonnent pour la 4e, tandis que Lutti enchaîne les tours rapides. Marquez va chuter à 4 tours de l'arrivée et Binder va finalement prendre la tête à 2 tours de l'arrivée et s'impose devant Lutti et Navarro. Manzi 4, Martin 5, Fernandez 6, Vieres 7, Marini 8 et Gianantonio 9. Ouais, pas une course folle. Clairement. Marquez carrément la tête ailleurs tout le week-end, hein, ça s'est vu. Oui. Je pense que c'est lié à ces histoires avec Honda. Et puis Binder qui confirme qu'il avait... s'il fallait encore confirmer la vitesse et la régularité pour être champion cette année. Malheureusement, il va manquer le titre à 3 points près. Hein. Il finit 3e, enfin à 3 points de Marquez au championnat. Bon, ouais. Donc ça s'est vraiment pas joué à grand chose. S'il avait pas raté son début de saison en grande partie lié à sa moto, il aurait pu être plus présent pour jouer le titre. Donc en tout cas, Lutti a fait également une bonne course, hein. Il est toujours présent, même si il marque rarement les esprits cette année en Moto 2. Il est là, mais il est pas assez. Il fait pas assez de première place, quoi. Ouais. Il est pas assez incisif, quoi. Il manque toujours un petit quelque chose, soit pour aller chercher Marquez ou en fin de saison pour aller chercher Binder, mais effectivement, ouais. C'est carrément ça, il manque. Il fait sa course, elle est bien, et puis oh bah non, je me suis encore fait doubler à 2 tours de la fin. Oh, quel dommage. Non, moi j'ai trouvé la course super terne, et puis je trouve que c'est vraiment dommage pour Binder d'échouer à 3 points, quoi. Parce que le début de saison a été carrément catastrophique chez KTM, avec des qualifications au-delà de la 10e place sur pas mal de courses. J'ai pas fait le détail, mais vraiment des qualifications mauvaises qui amènent des courses compliquées directement. Et après, voilà, comme l'année dernière, hein, passer Saint-Marin, on se remet dans la bonne direction, et puis on gagne plein de courses. Et puis voilà, on vient échouer à 3 points, quoi. C'est dommage. Ouais, c'est dommage du coup d'avoir eu un championnat du monde à deux vitesses, quoi. Voilà. Où t'as Baldassari qui a commencé très fort tout début de saison. Après c'est Marquez avec sa régularité et son milieu de saison qui a été devant. Et puis sur fin de saison c'est plutôt Binder. Ils se sont jamais croisés en pleine puissance les trois, donc c'était un peu du coup. Il y avait un peu moins de charme, un peu moins de tension. Typiquement une saison de nouveaux moteurs. Il y a eu 3 faces, donc tu peux pas dire que c'est côté pile, côté face, quoi. Mais ouais, il y a eu 3 temps dans la saison, et c'est Marquez qui est le plus régulier et qui empoche la mise de peu, mais il empoche la mise. Donc ouais, c'est ça. Après, ça aurait pu avoir des conséquences vraiment très très différentes si KTM faisait un meilleur début de saison, quoi. C'est-à-dire peut-être pas abandonner la catégorie, et puis accrocher le titre, ou je sais pas, des choses comme ça, parce que après c'est comme ça. Ça fait partie du jeu, hein. Ah oui, bien sûr. Mais du coup, est-ce qu'ils sont pas dégoûtés d'avoir arrêté leur programme Moto 2 maintenant? Ah bah c'est trop tard maintenant. Bah voilà, KTM, mais clairement, c'est l'équipe des regrets, clairement. Que ce la catégorie. Après, t'as effectivement, quand tu vois Binder, ce qu'il arrive à faire en fin de saison, et aussi Martin en tant que rookie, qui a quand même clairement fait de très belles courses en fin de saison aussi. C'est pas que Binder qui a progressé, quoi. C'est aussi Martin, et c'est donc aussi la moto. Donc ouais, c'est un peu dommage, quoi, de laisser des châssis qui au bout du compte sont quand même assez compétitifs. C'est dommage. S'ils en font rien,
Je veux bien les prendre. Hein. T'as une 765 à mettre dessus ou... Ah non, moi qui me file le moteur qui va avec, ils sont pas radins à ce point-là quand même. Là, faut que t'ailles voir Ils sont rincés, les moteurs. Hein. Ah bon, un moteur rincé comme ça, oui, je pense que je vais pouvoir faire une dizaine d'années avec. Tu le brideras à 12 000 tours, c'est ça? Oui, c'est ça, je ne prendrai que, je sais pas combien il y a de chevaux dessus, mais... Ouais, non. Par contre, s'ils pouvaient mettre l'ABS, ça serait pas mal. Ça, c'est mort. Tu nous parles MotoGP, Steph, du coup? Bah oui, puisque j'ouvre ma grande gueule. La Q1 voit Rins et Paul Espargaro passer en Q2 et Zarco est à la place du con parce qu'il finit 3ème. C'est très dommage parce que sur les 2 premiers jours, il était dans le top 10, certes 10ème, mais... quand même. Alors en Q2, ça va devenir une habitude. Quartararo signe la pole devant Marquez et Miller qui fait 3. Viñales partira 4, Morbidelli 5, Dovi 6, Mir 7 et alors Rins 8, Crutchlow 9 et Rossi 12. C'est une catastrophe. Voilà, je tiens à le dire. Pour la course, Miller qui est quand même bien fringant parce que c'est le premier Ducati sur la grille et il s'élance devant Quartararo, il lui pique le lead. Mais comme il commence à avoir le cuir qui s'épaissit déjà depuis pas mal de courses, Quartararo il reprend la tête FISA. Rins, Dovi et Marquez sont dans sa roue et ce diable de Marquez fume tout le monde un par un et il va se rapprocher du français inexorablement. On a craint à un moment que ce soit encore le coup du lièvre, mais il prend ses responsabilités, le gars Marquez, et il passe au 7e tour et on le reverra plus. De ce point de vue-là, petit hommage à son ex-coéquipier désormais, il se fait un peu une Lorenzo, même s'il prend pas le large de façon outrancière. On dirait qu'il gère l'animal. Pirot abandonne, ce qui est bien triste parce que c'est wildcard, c'est pas si souvent, hein, mais Crutchlow chute après 10 tours. Ouais, on avait commenté un peu avec Cyril le fait qu'il a peut-être un attrait pour les châteaux de sable. Donc là, ça devient une habitude. C'est vrai. Ouais. Après 13 tours, il y a une grosse chute qui implique Zarco qui voulait peut-être pas être en reste. Petrucci, c'est le premier à chuter, mais Zarco tombe dans la foulée, en fait, au même endroit. Il a pas le temps de dire ouf, il retourne vers sa moto, mais le Quana fait la même, en fait. Et sa moto glisse et vient faucher par derrière Zarco qui fait un salto. On avait l'impression, nous en voyant les images, qu'il avait les 2 tibias de pété, quoi, hein, parce que il se fait cueillir comme une marguerite par une tondeuse, hein. Et il sort sur civière. Donc ça, ouais. C'était quelque chose. Je suis pas fan des replays de chute, mais comme je sais qu'il s'en sort certes en ayant mal, mais par rapport à ce qu'on a vu, ça me sidère. Moi. Enfin bon, bref. Moi, je croyais qu'on allait nous annoncer le nombre de fractures tibia-péroné. Ah ouais. Et puis même ça, en plus en tombant comme ça, il aurait pu aussi se fumer des vertèbres en tant qu'à faire. Oui. Donc c'était quelque chose, ouais, parce que comme il a strictement rien pu voir venir, il n'y avait pas un peu une préparation, on va dire. Enfin, je sais pas comment on dit. Mais t'anticipes pas la chute. Ouais, alors là, c'était quelque chose, quoi. Bon, après, il a l'habitude des saltos arrière. C'était un peu la seule émotion de la course. Hein. Devant, pas trop de mouvement. Marquez domine et il gère. Quarta, lui aussi, gère. J'aimerais pas être dans son casque quand il morfle, mais il est pas inquiété en tout cas par Miller. Peut-être que Miller aussi a à cœur de verrouiller un podium. Donc Morbidelli chute, ce qui montre bien que finalement Quartararo a beaucoup de mérite de pas être, j'allais dire, pas s'enflammer, quoi. Ensuite, les tours passent les uns après les autres, dans l'ennui même pas relatif, quoi. Bon, on peut le dire, hein, quand une course est chiante, il faut le dire. Hein. Et Marquez s'impose devant Quartararo, donc quand même, pareil, on s'est peut-être pas assez enflammé, mais Quartararo fait encore un podium et 2, s'il vous plaît. Sachant qu'il y a du client, hein. Dovi finit 4, Rins c'est 5 et Viñales 6. Donc quand on regarde là où finissent les Yamaha, c'est bon, Rossi 8, Fouillaï, et puis Lorenzo 13e pour sa dernière course. Ceux qui sont superstitieux se régaleront. Ouais, il fait 13. Et Cyril termine dernier à 15e.
parce que on a notre ami Yannone qui est en grand senior, n'a pas fini le dernier tour. J'ai pas vu s'il était tombé ou s'il était tombé en panne. Et du coup, il a laissé Cyrine marquer un point pour sa dernière course en MotoGP. C'est sympa. Remercier de ce point de vue-là. Mais ouais, donc nos Frenchies, si on refait un point Frenchie, on vient de le citer, Quartararo solide second. Parce que comme ça devient une habitude, on s'en émerveille moins, mais on rappelle qu'il est rookie. Donc c'est stratosphérique sa première année. Et puis Zarco did not finish, une petite perte de l'avant suivie d'un gros salto involontaire. Donc je ne sais même pas vous demander ce que vous avez pensé de cette course, mais j'y vais quand même. Qu'avez-vous pensé de cette course? Ouais, non, c'était pas la folie. J'ai bien aimé le début de la course parce qu'il y avait une petite bagarre Quartararo-Miller et même Marquez quand il se bagarre pour remonter, c'est toujours beau à voir quand c'est propre. Et c'était le cas. Après, ils sont envolés. C'est un circuit qui tourne à gauche. C'était couru d'avance. Honnêtement, cette année, il est jamais sorti de la. Quand il a fini, il n'a jamais été en dehors du podium. Au-delà de la deuxième. Au-delà de la deuxième en plus. Il a même pas daigné faire une troisième place. Non. Donc, non, mais là il écrit des records. C'est fou. Donc Marquez gagne et il le mérite. C'est pas parce qu'on s'est ennuyé qu'il est pas fort ou qu'il a pas de mérite ou quoi. C'est super dur de rester derrière, au top. Ça roulait, c'est que derrière aussi ça roulait, chacun faisait sa course quoi. Il y avait pas de une fois que Quartararo était tout seul deuxième, Miller était tout seul troisième, Dovi n'a jamais pu rattraper Miller, etc. C'était comme ça partout. On attendait rien de personne quoi. Il y avait rien à voir. C'est un peu dommage pour la dernière course de la saison, mais c'était pas évident au niveau des conditions de température apparemment. On en revient toujours à ça. Et puis Quartararo, ce qu'il fait c'est exceptionnel. C'était le seul là dans le top 6 à avoir une moto de l'année précédente. Parce que même je dirais le seul, je dirais presque team satellite parce que Pramac pour Miller c'est quand même un team satellite plus. Donc ce qu'il fait c'est exceptionnel. Il met tous les officiels derrière lui. Enfin voilà, chapeau. Quand même le titre équipe pour Repsol. Me parle pas de ça. Ouais. Non, il le mérite. Marquez, il a tout fait gagner à Honda cette année. C'est comme ça, c'est le règlement. C'est pas Lorenzo qui a aidé. Petrucci a pas été assez régulier pour apporter un peu plus de points. Et Dovi n'a pas non plus était allé chercher certains podiums, notamment par exemple celui d'aujourd'hui, qui aurait fait qu'il était encore un peu meilleur. Dovi, c'est que 2 victoires cette année, 4 l'année dernière, 6 en 2017, si je me trompe pas. Par contre, il fait son meilleur total de points sur une saison depuis toujours. En fait, c'est son meilleur total de points sur une saison, et qui finit vice-champion avec son plus haut total de points. Mais c'est clairement pas assez, quoi. Encore une fois, pour Marquez. Pour aller faire 420. Faut qu'il trouve quelque chose sur la moto, il y a que ça, ou qu'il recrute Marquez, Ducati, s'ils veulent gagner. Je crois que je crois que si aujourd'hui une marque veut gagner le titre, faut recruter Marquez. Ça coûtera moins cher que de développer une moto qui aille plus vite que Marquez sur Honda. Ouais. On fait un point championnat avant justement de parler un petit peu de la suite, puisque donc comme tu l'as dit, en moto I, c'est Ferrari qui s'impose avec 99 points devant Smith 88 et Granado 71. En moto 3, c'est Dalla Porta avec 279 points qui est champion du monde depuis déjà quelques courses, devant Canet 200 et Ramirez 183, donc Vietti rookie de l'année. En moto 2, c'est Marquez champion avec 262 points, 3 points d'avance sur Binder, et Lutti 3ème avec 250. Di Gianantonio est rookie de l'année, et il est 9ème au général. Vietti était 6ème, ce qui est pas mal quand même pour un rookie, 6ème. C'est intéressant, surtout en moto 3. Et en moto GP, donc Marc Marquez en tête avec 420 points, Dovizioso 2ème avec 269 et Viñales 3ème avec 211. Côté français, donc Quartararo est 6ème au général et donc meilleur rookie et premier indé avec 172 points, et il a 13 points d'avance pour le titre de meilleur indé sur Miller. Zarco est 18ème avec 30 points et Sylvain Guintoli 24ème avec 7 points.
Et donc, on va parler très rapidement de 2020, puisque 2020, ça commence dès le mardi, après Valence, puisque c'est les premiers essais des pilotes avec leur nouvelle moto, entre guillemets. Et donc lundi, il y a surtout eu l'annonce surprise, je qualifierais de surprise, d'Alex Marquez sur Honda, enfin chez OHRC. Déjà, qu'est-ce que vous en avez pensé les loulous ? Moi j'attendais une déclaration de Crutchlow qui n'est pas venu, mais j'aurais adoré savoir ce qu'il avait à dire là-dessus. C'est vrai. Et peut-être qu'on l'aura plus tard dans la saison. Je pense après Rez. Après les avis sont partagés. Il y a certes, on peut être un peu chauvin et dire c'est dommage parce que Zarco il aurait mérité ce siège, qui en soi n'est pas faux, mais on peut pas dire que non plus Alex Marquez ne mérite pas ce siège. Il est titré champion du monde Moto 2. Il a déjà aussi un titre de champion du monde Moto 3 qu'il avait eu précédemment. Je veux dire, s'il y a quelqu'un qui est en Moto 2 aujourd'hui, qu'il faut regarder pour faire signer dans un team usine, c'était Alex Marquez, quoi. Parce que Binder avait déjà signé, et puis bon, le Kona, c'est un peu particulier, mais avait déjà signé aussi. Donc, tu vas pas faire monter l'outil, tu vas pas faire monter... l'outil, c'est mort, il montera plus. Voilà, donc t'étais un peu bloqué. Donc il y avait pas grand monde à faire signer au HRC. J'imagine que Bradley Smith a essayé de se placer comme d'hab, mais il a dû recevoir... Au HRC. T'en as d'autres? Excusez-moi. Non, mais je pense que les deux candidats les plus pressenti, c'était soit Cal Crutchlow, soit Johan Zarco, et puis du coup Alex Marquez qui pouvait sortir de la Moto 2. Alex Marquez était choisi, c'est pas illégitime, ça a fait beaucoup parler, je pense surtout sur les réseaux sociaux français. Moi je dis à voir, je pense que ça va pas être facile pour lui, et je sais pas en fait si c'est un... je dis pas qu'il va pas réussir, hein, mais je pense que c'est risqué psychologiquement d'arriver dans le même team que son frère et sur une moto qui est pas facile, et un team, le team Honda, quoi, qui est le plus puissant team MotoGP, le plus titré, donc ça doit être quelque chose. Steph, qu'est-ce que t'en dis? Moi, je m'a pas surpris parce que je croyais pas trop, même si je le souhaitais, à l'hypothèse Zarco, parce que faut quand même pas oublier que pour les teams, ils s'en le souffrent. J'entends pour les HRC, hein, je sais bien que la Dorna voulait essayer de le caser, mais il quitte KTM, même s'il a plein de bonnes raisons, tu vois, c'est quand même l'image du pilote qui casse son contrat en cours de première année. Donc là je suis un peu sévère, mais c'est les faits. Donc HRC, vu que la dernière chose qui les intéresse c'est de prendre des risques, pour moi il restait Crutchlow et le frangin Marquez, hein. Donc après le fait que ce soit pas Crutchlow, justement, ça va peut-être nous permettre d'avoir des déclarations croustillantes ou bien amères, hein, comme il sait nous les faire parfois. Et puis Marquez, on l'évoquait déjà un peu hors antenne, le frangin Alex, il n'est pas illégitime sur le papier, hein. Il est quand même champion du monde Moto 2, une éternité après son championnat du monde Moto 3, mais donc il est déjà champion du monde 3 et 2. C'est pas idiot. C'est pas idiot. Maintenant, effectivement, je pense que quand le frère aîné dit qu'il n'y est pour rien, voilà quoi. On en discutait aussi déjà dimanche. Il a aussi dit qu'il suçait pas la roue de Quartararo. En qualif. Donc voilà. Mais le début de la saison sera prometteur, et comme l'a souligné Pierre, c'est un cadeau empoisonné, je pense, pour le frangin. Alors, ce qui peut compenser cette cadeau empoisonné, c'est qu'on peut imaginer que les deux coéquipiers ne seront pas antagonistes, vu qu'ils ont l'air copains comme cochons aussi. C'est en tant que frère, exactement ce que je voulais. Désolé. Là où je voulais vous emmener. Non, mais c'est pas grave, parce que ça fait une bonne transition. C'est que effectivement, sportivement, ça se tient. Et on a souvent reproché à la Honda d'être la moto de Marc Marquez, c'est-à-dire que personne d'autre ne pouvait la piloter. Alors je pense qu'il n'a pas spécialement aidé ses autres coéquipiers.
Ce qui est normal, puisque c'est chacun sa gueule, on va dire, dans son box. Mais là, voilà, c'est-à-dire si il y a un nouvel échec d'un pilote du HRC, ça veut dire déjà d'une part qu'ils n'ont pas tiré les leçons de cette année, et je pense, tu vois, que Marc Marquez va à minima aider son frère à prendre la mesure de la moto, puisque je pense que si les deux frères sont maintenant au HRC, c'est pas pour y rester un an et partir et partir. Je pense que ça s'inscrit dans la longueur, donc ils ont tout intérêt tous les deux, et même le team également, à ce que les deux soient performants, et ça peut que aider les autres pilotes. Donc je pense que c'est ça qui va être intéressant. C'est-à-dire, effectivement, la situation d'Alex Marquez est compliquée, puisque tout le monde, enfin, pas tout le monde, mais beaucoup de Français principalement, mais ça aussi dans le paddock, sentent l'intervention de Marc Marquez pour l'avoir à ses côtés. Bon, c'est comme ça. De toute façon, voilà. De toute façon, moi ça me choque pas trop, parce que des luttes d'influence, il y en a aussi avec d'autres pilotes, d'autres écuries, si tu veux. Donc, on peut parler de Marini, qui est demi-frère de Rossi. Je dis pas qu'il il a pas volé sa place forcément en Grand Prix quand il est là, mais c'est pas non plus. On sait que Rossi a de l'influence, qu'il a monté une équipe autour de lui, donc. Oui, c'est les stickers du frangin, ça on est d'accord. Après voilà, on verra. Après on peut. Mais est-ce qu'il aurait pas été plus judicieux de faire monter Marquez, d'accord, mais plutôt chez LCR, et de dire à Cal, bon, tu viens dans le team officiel, tu seras content pendant une année, tu prends ta retraite après, et puis on fait comme ça, quoi. Est-ce que c'est pas mettre trop de pression sur un rookie qui va débarquer comme ça? C'est vrai que alors quand on exclut entre guillemets les arrivées l'arrivée de Mir chez Suzuki l'année dernière, enfin cette année, en début de cette année, je crois que c'est le seul rookie qui arrive dans une écurie officielle depuis son frère. Il y a Binder aussi. Ouais, mais Binder c'est cette année, ouais. Ah oui, dans ce sens-là. Dans ce sens-là, ouais. Oui. Je trouve que les arrivées de rookies, effectivement, dans les équipes officielles sont assez rares pour être signalées. Après, Suzuki est une écurie quand même plus de premier plan que KTM, mais il joue pas le titre. Le HRC clairement joue le titre tous les ans depuis un certain nombre d'années. Il y avait quand même, il y avait Vignales qui arrivait chez Suzuki, mais parce que à l'époque Suzuki ils étaient pas aussi sereins que maintenant, en plus. Si tu en fait ils ont pas de team satellite non plus, donc voilà. Mais avant que Vignales les fasse gagner, Suzuki ils étaient, on se demandait un peu, quoi. Oui. Et effectivement, un rookie qui arrive, on va pas se cacher, sur la plus grosse écurie, même si c'est pas ma préférée. J'entends grosse en termes d'influence et de titres. C'est le trône de fer, pour revenir sur les. Après, si tu veux, faut être lucide. Oui et non, mais faut voir les choses en face. Depuis que Stoner est parti, le HRC c'est 100% espagnol, quoi. Voilà, Repsol met des ronds. Repsol veut des Espagnols, et puis c'est tout, point barre. Que ce soit Lorenzo, Pedrosa et maintenant Alex Marquez, et le prochain, je suis quasi sûr qu'il sera espagnol aussi. Donc voilà. Après, c'est eux, ils ont fait leur choix. C'est vrai que voir Crutchlow sur une officielle Honda, ça aurait pu être intéressant. Mais bon. Il aurait plus d'excuses pour ses mauvais résultats. Et il pourrait enfin se taire un peu. Non, je crois pas. Non, je crois pas non plus. Mais bon, oui, ça a fait beaucoup parler. Après, pour Zarco, lui, il a été assez, comment dire, encore une fois, c'était assez lucide ce qu'il a dit. Et oui, si tu veux être irréprochable sur un choix, sur le choix, il fallait avoir fait un top 3, quoi, ce qui était loin d'être le cas, même s'il a pas démérité du tout sur la Honda.
Sur les 3 courses qu'il fait, il a quand même une course où il a pas de bol parce qu'il se fait faucher. Là, il se fait pas faucher, mais il chute, consécutivement à une autre. C'est un peu dommage. Il méritait plus sur ce qu'il a montré que ce qu'il a eu en termes de points. C'est le seul truc qui est un peu dommage, je trouve. Mais bon, 3 courses quand tu découvres une moto, c'était déjà mission kamikaze. Hein. Ouais, mais ça aurait pu faire 2 beaux top 10. Hein. Carrément. Mais il aurait pas dû tomber à Valence déjà. C'est ça. Aurait peut-être, c'est quelque chose. Il tombe tout seul. Bon, voilà, il est pas tout seul à être tombé, mais clairement, autant on peut lui pardonner. On lui pardonne la chute qu'il a eue avec Mir à Sepang. Autant celle-là, ça la fout mal parce qu'en plus derrière il se blesse. Forcément, t'es à l'HCC, tu dois faire des tests dès le lendemain. Zarco est indisponible jusqu'à je sais pas quand. Bon, je pense qu'ils avaient sans doute pris leur décision avant, mais là, s'il y avait le moindre doute dans leur esprit, il y avait plus de doute, quoi. Ah oui, mais de toute façon, je pense que dès le moment où il y a un petit doigt qui s'est levé et qui a dit et pourquoi pas Alex Marquez, là c'était perdu, quoi. Là, c'était perdu pour tout le monde, hein. Sauf Stoner peut-être. Stoner, il est en train de jouer au golf, je crois. Non, mais voilà. Sauf si lui, il était arrivé. Il dit les gars, je vais reprendre le bon très bien sur votre machin. Là. Enfin bon, on peut parler rapidement des essais qui se sont déroulés justement à Valence mardi et mercredi, puisque Viñales est passé sous les 1:30 donc le deuxième jour, juste devant Quartararo et Morbidelli, donc les Yamaha très bien placés. Côté rookie, on a Lecuona qui fait 16e, juste derrière Pedrosa, donc c'est pareil, c'est un joli comportement pour le jeune pilote espagnol. Et Alex Marquez et Brad Binder donc ferment la marche et sont à 2 grosses secondes de la tête. Alex Marquez a roulé, je crois, avec la LCR de Nakagami, donc de Zarco. La 2018. Oui, donc voilà, c'était une prise en main que je qualifierais de prudente, même si elle s'est finie dans le bac assez vite, je crois au 8e tour. Mais bon après voilà, c'est. Je pense que effectivement le frangin va filer le mode d'emploi. Ouais, il y a une belle photo, on voit Alex Marquez regarder comment freine Marc Marquez. C'était sympa cette photo. Bah ouais. En fait, il y a aussi Quartararo et Morbidelli, comme la plupart des. En tout cas, ils ont rien testé pour Yamaha. Ils se sont contentés de rouler avec leur moto actuelle. Donc c'est un peu dommage pour Quartararo parce que clairement, il méritait peut-être quelques tours sur un proto 2020. Je sais pas. Pour la part de Yamaha, pour le remercier pour sa saison, surtout s'il est censé en avoir une l'année prochaine. Bon. Après, ça sera peut-être le temps à Rérez, je sais pas. Parce que là, ça reteste très vite, hein. Ça reteste la semaine prochaine à Rérez. Du coup, pour Yamaha, ce que disait Michel Turcot, c'était que Rossi semblait plutôt emballé par les changements, alors que Viñales était plutôt neutre. Il trouvait pas forcément qu'il y avait de grosses évolutions. En tout cas, en vitesse de pointe, on n'a pas vu grand-chose. J'ai regardé un peu. Il est encore chez Yamaha, Viñales. Alors que chez Ducati, apparemment, Dovi était plutôt content du nouveau châssis. Et que KTM a amené un tout nouveau châssis. Alors beaucoup se sont trompés et ont dit du coup KTM ils ont renoncé à leur châssis tubulaire, ils sont passés sur du poutre. Que dalle. Mais que dalle, non, c'est toujours un châssis tubulaire. Je mourirai avec mon châssis tubulaire. C'est des tubes ovalisés, un peu comme sur une piste de l'athlétisme, donc c'est ovale mais avec les deux côtés les plus longs plats, en ligne droite, et du coup ça permettrait une rigidité différente qui se rapproche du cadre poutre, mais qui reste du tube acier, quoi. En tout cas ils ont roulé plus vite, beaucoup plus vite KTM aux essais de Valence que lors du week-end de course. Ah, c'est prometteur. C'est con de l'avoir pas dit à Zarco quand même. C'est là que tu vois le côté, j'allais dire une vieille insulte, mais c'est ouais quoi. Quand t'as un pilote qui vient qui te dit ça, tu peux lui dire non mais attends, t'inquiète, tu vas voir, ça va déchirer l'année prochaine. Je pense que le torchon brûlait d'un point de vue relationnel dès le début de la saison en plus, donc. Oui, je pense qu'ils avaient envie de lui faire payer, quoi.
voir les épisodes précédents. Ah ouais. Enfin bon. Bon, on clôture cette dernière course du coup. Bah oui, c'est pas foufou parce que le titre était déjà joué, mais ça peut pas non plus jouer à la dernière course, au dernier virage tous les ans. Hein. Ah non, non, quand même pas. Donc vivement, on va suivre quand même ce qu'on a à se mettre sous la dent, à savoir les tests, les cancans peut-être, les petites déclarations. Je pense qu'il va y avoir des cancans, ouais. Ouais, on va continuer à suivre ça. Karel, il a fait un chèque, il a envie de rouler. Ouais. Donc il y aura peut-être des chaises musicales ou des... Il n'y en a plus beaucoup de chaises. Des tractations, il y en a un qui va prendre une chaise pour assommer l'autre, je sais pas. Donc à bientôt les amis. Hein. Attends, on va prendre quelques petites minutes pour faire le bilan de l'année quand même. Non, parce que je me disais... parler des temps forts, parce qu'il y a eu une ouverture de saison quand même... en fanfare avec Christophe et Rémi Guyot, donc au tout début de l'année, on s'était croisés tout début janvier pour faire un petit peu un point sur la carrière de Christophe et sur les ambitions du GMT, qui ont quand même été on va dire presque atteintes. Oui, et comme c'était des ambitions, il faut quand même signaler que c'était ambitieux comme on l'indique. Oui. Donc c'est une belle perf qu'ils ont fait cette année. Hein. Et puis après, donc on a fait un épisode 46 avec Michel Turcot et Thomas Morcellino, qui était super sympa. Après, le point important de mon point de vue, c'est que sur la saison, on a réussi à être nous aussi réguliers, c'est-à-dire à publier les débriefs toujours avant le Grand Prix suivant, donc ce qui évite d'avoir à recoller les morceaux, etc. Surtout, on a couvert plus d'épreuves. On a parlé plus de Superbike et aussi d'autres épreuves où il y avait Christophe Ponson par exemple, d'être un petit peu plus complet. Et puis les deux gros temps forts, c'est quand même les deux déplacements qu'on a fait au French Superbike à Carole et au World Superbike à Manicourt. Et pour ça, moi j'étais vraiment content de faire ces épisodes. Ah oui, le World Superbike à Manicourt avec réattitré. Ça c'est un hasard, on pouvait pas maîtriser, mais c'était encore mieux puisque on était sur la course du titre, quoi. Voilà, moi j'ai donné un petit peu mon ressenti. Le vôtre ? Moi c'était effectivement les points d'orgue. C'était non pas que les podcasts ne sont pas importants, mais j'entends la saison régulière, mais ce qu'on pourrait appeler des hors-séries, que ce soit avec le GMT, Rémi et Christophe Guyot, et puis Michel Turcot et Thomas qui nous parlent de Rossi. Michel a fait quand même office de taulier, puisqu'il suit le MotoGP depuis des temps immémoriaux, sans vouloir lui manquer le respect. Ouais, voilà. Et puis quand il s'exprime, il a une façon de présenter les choses qui sont, je trouve, un mix entre Audiard et puis le journaliste, quoi. C'est pas le robinet d'eau tiède. Donc ça fait plaisir. Et puis comme tu l'as dit, et surtout outre les rencontres qu'on a fait, il y avait la présence sur les courses. Et puis merci d'ailleurs aux orgas respectifs, que ce soit pour le coup à Carole ou à Manicourt. Et puis merci au team Guyot d'avoir un peu susurré à l'oreille. Je crois qu'on était admis dans le sérail. Ouais, quel rendez-vous à Manicourt avec les bords de piste. Enfin, c'est comme les gamins chez Willy Wonka, tu vois. C'était Disneyland, hein. Ouais, mais pour moi c'était Charlie et la chocolaterie. Pierrot, quel sera ton bilan? Ouais, déjà sportivement, l'éclosion de Quartararo en Grand Prix, ça fait plaisir à voir, mais dans le même temps un peu la chute de Zarco. J'espère qu'il va arrêter de chuter, qu'il va retrouver un point de chute où sportivement il pourra faire quelque chose, que ce soit en Moto 2 ou en MotoGP. Après, la domination de Marquez, elle est là. On est en train de vivre quelque chose d'exceptionnel. On râle beaucoup, mais ce qu'il fait, c'est quand même incroyable, comme Rossi avant lui a pu le faire, ou d'autres encore précédemment. C'est une domination
sans partage que seul Lorenzo avait pu interrompre, mais du coup Lady Lorenzo qui quitte les Grands Prix, donc une autre page tourne. Et puis après, plus niveau podcast, ce que je peux dire, c'est que j'ai tout particulièrement apprécié effectivement d'aller sur les rounds de Superbike, soit le French ou plus particulièrement le World, parce que voilà, t'as des sommités, des noms qui sont un peu plus clinquants, mais même voir des croisés Loris Baz ou des Bautista, des Rea, c'est quand même quelque chose. Donc oui, je souhaitais moi aussi remercier tout particulièrement Rémi Guyot et Christophe Guillot qui nous ont permis aussi d'avoir certaines entrées, d'avoir des épisodes hors série juste avec eux, etc. Aussi Thomas Morcellino, donc d'Off-Bike qui nous a permis également aussi à Manicourt d'avoir certaines infos qui étaient intéressantes, qui nous a permis d'avoir accès au bord de piste par exemple. Michel Turcot qui s'est montré disponible quand il vient faire les hors-séries avec nous également. Et puis tous nos autres invités, ceux qui sont moins connus, qui ont bien voulu prêter leur voix et leurs avis sur nos épisodes. Et d'ailleurs, je crois qu'on recrute toujours Cyril pour l'année prochaine. Donc si vous voulez prêter votre voix, faire des trucs avec nous, avoir des avis contraires à ce qu'on dit, n'hésitez pas. Ou même si c'est des avis similaires, il y a pas de problème. Et puis donc voilà, la saison se termine un peu comme l'année dernière, dans le sens où ça part sur les chapeaux de roue et puis sur la fin on est un peu plus fatigué. Moi je suis à bout. Ouais, on est content que ça se termine, du travail accompli. Et puis moi je vous remercie tous les deux pour avoir été là et puis pour avoir fait tout ce boulot cette année quoi. On a oublié de parler des magnifiques interviews quand même à la conférence de presse de Canal. Ouais, c'est vrai. C'était top quand même. Et Pierre t'es avec Carta trop avant gentil. tout le monde. Ouais. Et qui l'eût cru, ça doit être ça qui l'a boosté en plus, je pense. Bon, sur ce, on se dit à bientôt pour la suite des émotions, on va dire. Bah oui. On verra bien ce qu'on va faire en intersaison. De toute façon, le Qatar, c'est début mars maintenant. Pour ceux qui sont vraiment fans de course de vitesse moto, il y a les 8 heures de Sepang le 14 décembre. À ne pas rater, quoi. C'est toute nouvelle course en endurance. Il y a quand même pas mal d'équipages qui sont annoncés, que ce soit des équipes européennes permanentes ou des équipes uniquement sur les manches asiatiques. Et puis voilà quoi, regardez ça, ce sera, je sais pas si en France ce sera diffusé sur quelle chaîne. Ça va être sur Eurosport. Ah d'accord. Ouais, cette année ils sont partagés, c'était soit sur Eurosport, soit sur l'équipe 21. Je suis sûr que dans un mois on va être en manque. Donc il y a des chances. Ouais. Bon, sur ce. Ouais, on va clôturer. Ouais, on va clôturer, on se dit à très bientôt. Alors le prochain numéro ce sera le hors-série, on vous diffusera quand même le commentaire en direct qu'on avait fait donc au Marathon Cast. Ça va être dans la foulée de cet épisode. Et puis après, on va voir, comment on va articuler tout ça de manière à vous proposer du contenu en intersaison. Voilà, avec j'espère des gens qui viendront nous parler un petit peu. Ce serait cool. Ouais, plutôt que d'hiberner, il pourrait venir un peu causer au micro. Hein. Moi j'ai besoin de me reposer de toute façon. Non mais de tout ça derrière une binouze. Est-ce qu'à la binouze ils feront des bières de Noël? Je ne sais pas. Faut y aller pour tester. Faut y aller pour tester, voilà. Donc faut y aller. Voilà. Donc il n'y a plus qu'un avis aux amateurs tristes. On paye notre coup aux invités. Je m'engage. Une page, attention. Super. Bon. Je suis considéré comme un invité ou pas du coup? Non. Mais si c'est Depardieu, je dis pouce. Sur ce, allez, ciao tout le monde.
c'est pas non plus un perdreau de 3 semaines. Hein. C'est ça qu'on dit. Un lapin de 6 semaines ou un perdreau de l'année, comme tu veux. Ah putain, tu vois. Mais c'est parce que j'essaie d'utiliser des expressions de vieux. Ouais. C'est des expressions le de croisement, vieux. ouais. Espèce de millénial, tu vas voir. T'en fous, moi.